Alino Fasso, de son vrai nom Alan Traoré, a été retrouvé mort dans sa cellule de détention. Les autorités ivoiriennes ont parlé de suicide. Ses partisans, eux, ont dénoncé un assassinat. Pourquoi l'une des voix les plus fortes du Burkina Faso en faveur de la souveraineté est-elle morte si soudainement en détention étrangère? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'équilibre fragile de l'Afrique de l'Ouest? Le 24 juillet 2025, un communiqué officiel du ministère ivoirien de la Sécurité annonçait qu'Alan Traoré avait été retrouvé sans vie dans sa cellule lors d'une vérification de routine. La déclaration affirmait qu'il s'était donné la mort. Pas de photos, pas de témoins, pas de détails. Une formule sèche destinée à clore l'affaire avant même qu'elle ne commence. Mais cette nouvelle s'est répandue à grande vitesse. À Ouagadougou, les médias ont immédiatement relayé l'histoire, la présentant comme la mort soudaine d'un dissident en détention étrangère. Les titres ont enflé, un militant burkinabé de premier plan meurt dans une cellule à Abidjan. Très vite, les réseaux sociaux ont explosé, hashtags enflammés, vagues d'indignation, slogans accusant le gouvernement ivoirien de mensonges. Pour beaucoup de Burkinabés, le timing était suspect. Alan Traoré avait été arrêté quelques semaines plus tôt pour espionnage, une accusation largement perçue comme un prétexte. Son véritable crime, pensait-il, était d'avoir défendu trop bruyamment le capitaine Ibrahim Traoré et le gouvernement militaire de Ouagadougou. Sa mort derrière des barreaux étrangers paraissait moins un hasard qu'un acte délibéré. Des foules se sont rassemblées devant l'ambassade de Côte d'Ivoire à Ouagadougou, brandissant des pancartes « Assassiné, pas suicidé ». À Abidjan, le gouvernement a mis en garde contre toute tentative de « politisation » de l'affaire. Mais cette réaction n'a fait qu'alimenter les soupçons. Le silence de la CEDEAO et la prudence de l'Union africaine ont ajouté au malaise. Quand son corps est revenu à Ouagadougou début août, drapé du drapeau burkinabé, des milliers de personnes l'ont accueilli dans les rues. Pour elle, Alan Traoré n'était pas mort de sa main, il avait été réduit au silence, et sa disparition devenait une étincelle capable de rallumer une lutte. Alan Traoré n'était pas un simple activiste. Il était devenu, pour beaucoup, la voix d'une génération qui refusait la dépendance de l'Afrique face à l'Occident. Sa vie explique pourquoi sa mort a suscité une telle onde de choc. Né à Ouagadougou, il a grandi dans l'ombre du souvenir de Thomas Sankara, figure emblématique du panafricanisme, assassiné en 1987. Cette mémoire a marqué son engagement. Étudiant, Alan s'imposait déjà comme un orateur charismatique, dénonçant la corruption, la dépendance économique et militaire, et appelant à une véritable souveraineté. Il a commencé modestement, réunions locales, forums communautaires, discussions dans les quartiers populaires. Mais sa parole tranchante, mélange d'humour, de colère et de conviction, a vite électrisé la jeunesse. Dans ses discours, il décrivait l'indépendance africaine comme un théâtre, un décor sans fondation réelle. Cette lucidité lui a valu une réputation d'homme franc, parfois dérangeant. Le moment clé de son ascension fut la crise des sanctions imposées par la CEDEAO au Burkina Faso, au Mali et au Niger entre 2020 et 2023. Alors que beaucoup de voix restaient prudentes, Alan dénonçait sans détour une organisation devenue l'instrument des puissances occidentales. Ses vidéos virales circulaient de Bamako à Niamey. Son message touchait une jeunesse en quête de repères et désabusée par des élites jugées soumises à l'étranger. Mais Alino Fasso n'était pas seulement un tribun politique. Il s'impliquait dans l'éducation, encourageait l'agriculture locale et défendait l'emploi des jeunes. Sa vision de la souveraineté était totale, du champ agricole à l'armée, de l'école à l'économie. C'est cette proximité avec le peuple qui lui a valu son surnom, Alino Fasso, le Fasso du peuple. Cette popularité, alliée à son indépendance, l'a rapidement rendu dangereux pour ceux qui craignaient une contagion de ses idées. Pour certains régimes, il devenait plus qu'un activiste, une menace. La version officielle affirmait qu'Alan Traoré s'était pendu avec ses vêtements de prison. Mais pour ses proches et ses partisans, cette explication était impossible. Alan puisait sa force dans l'adversité. Imaginer qu'il abandonne en prison paraissait absurde. Très vite, d'autres récits ont émergé, rumeurs d'interrogatoires violents, témoignages évoquant des restrictions de visite, soupçons sur des marques visibles sur son corps lors des funérailles. Pourtant, aucune autopsie n'a été publiée, aucun rapport indépendant rendu public. Ce silence alimentait la thèse de l'assassinat. À Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré dénonça un crime politique, accusant la Côte d'Ivoire d'avoir exécuté un militant gênant. Les médias burkinabés ont présenté Alino Fasso comme un martyr, victime des ennemis de la souveraineté africaine. À Abidjan, la réaction fut inverse,
maintien strict de la thèse du suicide et mise en garde contre une manipulation orchestrée par Ouagadougou. Mais ce n'était pas seulement une dispute de version. Dans la mémoire collective africaine, cette mort rappelait des précédents tragiques, Patrice Lumumba au Congo, Thomas Sankara au Burkina. Des leaders ou des voix dérangeantes réduites au silence par des coups de feu ou des intrigues opaques. Pour beaucoup, Alino Fasso rejoignait désormais ce panthéon des figures sacrifiées. Ce drame a rapidement dépassé la question d'un individu. Il a révélé et accentué des fractures politiques déjà visibles en Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso a réagi avec fermeté, déclarations officielles accusant la Côte d'Ivoire, manifestations massives, rhétorique enflammée des autorités militaires. À Abidjan, les dirigeants ont maintenu la version du suicide et dénoncé des manipulations burkinabais. Mais derrière ces postures se cachaient des tensions bien plus larges. Les relations entre les deux pays étaient déjà fragiles. Le commerce transfrontalier a été ralenti, les contrôles se sont durcis, et la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire a été confrontée à la suspicion. Plus grave encore, cette crise a affecté la coopération sécuritaire dans une région minée par les groupes armés. Surtout, la mort d'Alino Fasso a cristallisé la division entre deux blocs. D'un côté, l'Alliance des États du Sahel, AES, Burkina Faso, Mali, Niger, qui rejette l'influence occidentale et se rapproche de nouveaux partenaires comme la Russie. De l'autre, la CEDEAO, dont la Côte d'Ivoire est l'un des piliers, alignés sur Paris et Washington. Alain Traoré est ainsi devenu un symbole malgré lui, sa mort illustrait le fossé grandissant entre deux visions de l'avenir africain. Lorsque son cercueil a traversé Ouagadougou, enveloppé du drapeau national, ce fut un moment de communion populaire. Les foules ne pleuraient pas seulement un homme, elles célébraient un symbole. Les slogans scandaient son nom, les portraits circulaient, les chants transformaient sa mort en une renaissance politique. Rapidement, son image a franchi les frontières. À Bamako, Niamey, et même dans des diasporas africaines à Paris ou Dakar, Alino Fasso est apparu sur des affiches et des fresques. Il est devenu un visage du panafricanisme contemporain. Beaucoup le comparent à Thomas Sankara ou Patrice Lumumba, inscrivant sa mort dans une lignée de sacrifices pour la souveraineté. Mais son héritage est déjà disputé. Pour ses partisans, il est un héros révolutionnaire, preuve vivante que la parole peut défier des régimes et déranger des puissances. Pour ses détracteurs, il a été une victime d'un jeu politique trop dangereux. Pourtant, même ses opposants reconnaissent qu'il a marqué son époque. En l'espace de quelques semaines, Alain Traoré est passé du statut de militant contestataire à celui de martyr d'une génération. Sa mort a donné une nouvelle énergie à des mouvements qui commençaient à s'essouffler. Le destin d'Alino Fasso reflète les contradictions actuelles de l'Afrique de l'Ouest. Des gouvernements qui parlent de démocratie mais répriment la contestation. Des institutions qui proclament défendre la justice mais restent silencieuses face à l'injustice. Des peuples qui rêvent de souveraineté mais pêchent chaque pas vers l'indépendance réelle. Ironie du sort, sa mort l'a rendu plus puissant qu'il ne l'était vivant. Si certains espéraient réduire sa voix au silence, c'est l'inverse qui s'est produit. Aujourd'hui, son nom est scandé dans les rues, ses vidéos sont partagées, son image inspire des fresques et des chants. Mais la question demeure, son héritage restera-t-il un symbole ou deviendra-t-il une force politique concrète? Tout dépendra de la capacité des générations futures à transformer son combat en institution, en politique et en réforme durable. Pour l'instant, une chose est certaine, son histoire ne s'est pas arrêtée dans une cellule à Abidjan. Elle continue de vivre dans la mémoire collective, dans les rêves de souveraineté, et dans la conviction que la lutte pour la liberté africaine n'est pas terminée. N'oubliez pas de mentionner dans les commentaires le nom de la ville depuis laquelle vous nous suivez, nous vous laisserons un cœur en remerciement. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci.